Bonsoir Caroline. Bonsoir Jean-Michel. Je crois que c'est une journée particulière pour vous Caroline, non? Alors, un petit peu. Eh bien, bon, au nom de Encore pour une heure. Encore pour une heure, il n'est pas trop tard. Alors, au nom de toute l'équipe du 22h30, permettez-moi de vous souhaiter un très bel anniversaire, Caroline. Oh, c'est adorable. Merci beaucoup Jean-Michel, je suis très touchée. À Merci. tout à l'heure. Vous avez carte blanche, comme chaque nuit sur Europe 1. Vous pouvez vous exprimer en toute liberté en appelant le 39 21, où vous serez accueillis ce soir par Clémence et Assiba, avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et pendant 2 heures, vous allez pouvoir me confier vos doutes, vos peurs, vos interrogations, mais aussi vos rêves, vos espoirs. Je serai là tout à votre écoute. Et bien sûr, à tout moment, vous pouvez intervenir dans l'émission puisque nous sommes en direct. Alors, vous pouvez nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer un petit message au 7 21 21, code nuit. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Alors je voulais aussi, je ne sais pas s'il est à l'écoute, mais je sais que Guirou m'a souhaité un bon anniversaire et je voulais vraiment le remercier pour ses douces pensées. Nous n'avons malheureusement pas souvent la chance de nous croiser, hormis lorsqu'il y a des événements comme ça à Europe 1, et c'est toujours un plaisir. Mais en tout cas, sachez mon cher Guy que je suis infiniment touchée que vous ayez pensé à moi en ce jour anniversaire. Je suis en train de me dire que je ne connais pas votre date anniversaire, donc mais je vais me renseigner. Je vais mettre les meilleurs journalistes comme ça sur enquêter pour que je puisse vous le souhaiter à mon tour. On va accueillir tout de suite Marie qui est avec nous. Bonsoir Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline, pardon. Bonsoir. J'étais en train de penser que j'étais beaucoup plus âgée que vous, puisque j'ai 60 ans. Oui. Et mon problème, je vous expose ma situation et mon souci actuel, c'est que je suis divorcée depuis 10 ans. Et séparée depuis 12, j'ai 2 enfants, donc qui ont 26 et 29, oui, qui ont été des cadeaux de la vie. J'aimerais en fait arriver à ne plus en vouloir à mon mari et j'aimerais me donner la paix parce que je trouve que la haine est difficile à vivre. Donc c'est pas par générosité que j'aimerais lui pardonner, mais ce serait plutôt pour moi, pour être tranquille. Oui, je comprends. Alors, je ne sais pas s'il faut qu'il devienne indifférent, qu'il y ait une certaine indifférence qui s'établisse entre nous, s'il faut l'oublier, ou bien si tout ça, si le pardon, finalement, n'est qu'un concept judéo-chrétien, qui est complètement bidon, qui fait que ça n'existe pas, Alors, je ne sais pas si vous pouvez me donner une idée, parce que vous orientez toujours très bien les gens, et je trouve que vous avez de très bons conseils. Écoutez, comme vous dites, l'oublier, ça me paraît compliqué parce que c'est quand même un homme qui a partagé longtemps votre vie, avec qui vous avez eu 2 enfants. Oui. Donc, il s'agit pas de l'oublier. Il s'agit, comme vous le dites, de parvenir à un certain degré d'indifférence. En tout cas, que lorsque vous pensez à lui, vous ne soyez plus tourmenté, que ça ne vous fasse pas souffrir, même si ce sont des sentiments de colère, voire de haine qui vous animent. Tout à fait. C'est plus à ce niveau-là, vous voyez, que ça se jouerait. Donc, je ne sais pas si vous avez pu
exprimer cette colère, au fond, la verbaliser. Alors, en fait, je me suis mise à peindre et j'ai fait 13 tableaux qui m'ont énormément aidée. J'ai jeté ma colère sur la toile, quoi. Oui, et ça a été vraiment une thérapie extraordinaire. Et puis, j'ai vu une psychanalyste aussi. Oui. Bon, alors c'est encore un autre problème dont je pourrais vous parler, mais peut-être c'est pas le problème d'aujourd'hui, quoi. Mon problème, c'est plutôt pour atteindre l'apaisement, finalement. Pardon ? L'apaisement, vous parliez d'apaisement, une certaine sérénité. Je souhaiterais atteindre, oui. Oui. Après, ceci dit, je suis beaucoup plus calme maintenant. Je suis quand même, après 10 ans le temps est passé, quoi. Donc, qu'est-ce qui reste encore en vous quelles sont les émotions qui vous traversent ou les sentiments quand vous pensez à lui? Il s'est marié avec... Enfin non, il s'est pas marié d'ailleurs, je crois pas. Il est avec une femme qui est bien plus jeune que lui, qui a 20 ans de moins. Et il a fait un enfant assez rapidement. Donc ça a été un coup de poignard pour moi, parce que l'enfant représentait la consécration totale de l'amour qu'il avait pour cette femme, quoi. Ou du moins, la preuve, en tout cas. Il y a des preuves d'amour, comme disent. Bon, c'est vous qui voyez ça, Lacan, quoi. C'est peut-être vous qui... Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Oui, mais en même temps, n'est-ce pas vous qui voyez cela? Peut-être, oui, mais enfin... En tant que femme. Quelque chose quand même, oui, ça devrait. Mais vous savez bien qu'il y a des enfants qui, malheureusement, n'incarnent pas la preuve d'un amour. Oui, enfin bon, je pense qu'il l'a fait sciemment quand même. Enfin voilà, donc... ça vous a blessé en tout cas, ça vous a fait mal. Voilà, ça m'a fait très très mal, voilà. C'est vrai, parce que ça représentait... Parce que vous pouviez vous dire que même s'il refaisait sa vie, qu'il poursuivait sa vie avec une autre femme, vous pouviez vous garder cette place unique qui était la mère de ses enfants. Voilà. Alors que là, il y a une autre femme qui a aussi cette place-là. Tout à fait. Puis, oui. Enfin, en plus, elle est musulmane, donc elle aurait voulu que je sois la première épouse et elle la deuxième, quoi, plus jeune. Mais moi, je n'ai pas accepté cette situation, quoi. Oui. Et lui, il aurait accepté ? Je sais pas. De toute façon, quand il était avec elle, enfin, il me disait quand j'ai A, je veux B, et quand j'ai B, je veux A, quoi. Oui, ça n'est pas très bien. C'était elle et moi, quoi. Donc, en fait, la décision de la séparation, c'est moi qui l'ai prise. Je lui ai dit, si tu es pas capable de décider, c'est moi qui vais décider. Donc, tu pars, quoi, en fait. Je lui ai demandé de partir. Oui, quoi. Oui. Parce qu'il n'arrivait pas à se décider. C'est souvent, je trouve, un comportement bien masculin, tout ça. C'est très confortable d'en avoir deux à la fois. Une vieille, une jeune, c'est pas mal, quoi. Je pense que c'était autre chose aussi. Pas forcément vous dévaloriser. Comment ? Je pense que ça se résume pas à une vieille et une jeune. Enfin bon, les jeunes, elles sont quand même... Enfin bon, peu importe. Mais c'était difficile pour vous parce que c'était une femme plus jeune. Ah oui, et puis très belle, oui. Pardon ? Très belle, très jeune, très belle, oui. Avec qui il a fait un enfant. Voilà. Et peut-être que cette femme... ans à l'époque, 53 ans, et elle avait 20 de moins, quoi. Oui. Peut-être que cette femme avait plus un désir d'enfant que votre, alors, c'est sûr. Là, elle avait le désir votre d'enfant. mari. Oui. C'est sûr. Elle n'existait qu'à travers un enfant, elle, de toute façon. Voilà. Bon, je sais pas. Je me suis apaisée, bien sûr, avec le temps. Puis je me suis... Bon, enfin, j'ai quand même vu une psychanalyste. Oui. Vous voulez que je vous en parle rapidement de ce qui s'est passé ? Si vous voulez. Eh bien, en fait, je l'ai vue pendant 1 an, j'y allais régulièrement. Et puis en juin, elle m'a dit, ce sont les vacances, donc on va interrompre les séances pendant 3 mois. Et moi, ça m'avait complètement déstabilisée. Je me disais, mais non, j'ai besoin de la voir régulièrement. Enfin, quand on est comme ça, en état de détresse, on a vraiment envie de se raccrocher à quelqu'un de compétent, quoi. Et donc, en septembre, je devais recommencer, puis je lui ai dit,
Bon, puisque c'est comme ça, je me suis passée de vous pendant 3 mois. Je me sens tout à fait bien. Donc, je ne reprendrai pas les séances. Je lui ai envoyé un mot. Et elle m'a répondu, elle m'a réécrit en me disant si vous arrêtez vos séances, vous allez vous suicider. Alors, j'ai trouvé ça, mais un comportement, c'était du harcèlement moral, quoi. Heureusement que j'étais solide, parce que j'ai pu, évidemment, interrompre cette analyse. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé ça quasiment criminel, quoi. Mais je comprends pas, parce qu'elle vous dit qu'elle va interrompre. C'est elle qui décide de l'interruption. Elle prenait de juin à septembre. Donc, elle arrêtait les séances. C'est beaucoup, oui. Qui décidait d'arrêter les séances. Oui, et pourquoi elle vous dit après, si vous arrêtez, vous allez vous suicider? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces espèces de prédictions? C'est terrible, parce que moi, en septembre, je devais reprendre, mais je lui ai écrit un mot. J'avais pas du tout apprécié qu'elle interrompe les séances comme ça. Donc, je lui ai dit, je me suis passé des séances pendant 3 mois, je vais beaucoup mieux, j'ai plus besoin de continuer ces séances, quoi. Oui, d'accord. Et elle m'a réécrit en me disant, en me faisant une lettre, en me disant, si vous interrompez les séances à partir de maintenant, vous risquez de vous suicider. C'est n'importe quoi. Alors, j'ai trouvé que c'était un peu énorme, quoi. Donc, je me suis dit, elle est dangereuse, plus qu'autre chose, quoi. On n'écrit pas ça, je suis d'accord avec vous. Ça fait vraiment prédiction. Non, ça fait vraiment sur effectivement quelqu'un de fragile, ça pourrait avoir un effet dévastateur, parce que parfois on investit tellement son thérapeute que on l'investit d'un tel pouvoir, c'est le transfert. Surtout qu'à l'époque, je ne pouvais absolument pas en parler à personne. Je pouvais pas le formuler, quoi. Il fallait vraiment que ce soit dans le cadre de séances d'analyse, sinon j'arrivais pas à en parler. Non, elle aurait pu dire qu'elle pensait que c'était important pour vous de continuer, de ne pas interrompre, mais pas en prédisant. Elle n'est pas là pour prédire l'avenir. Et surtout, elle n'a pas. Dire que je pense que c'est important de continuer, qu'on a au moins une séance pour en reparler. Mais pas de cette façon-là. Je suis d'accord avec vous. J'ai pas du tout apprécié. Alors voilà quoi. Donc j'ai arrêté complètement. Alors je me suis dit peut-être, j'y connais rien, mais peut-être c'est ce qu'on appelle le transfert négatif. Que j'aurais dû continuer, que c'était à ce moment-là que ça serait, que quelque chose se serait passé, quoi. Oui, mais enfin, je comprends que vous ayez eu un transfert négatif, en l'occurrence. Oui, là, en plus, elle était psychiatre et psychanalyste, cette femme. Donc, une formation de psychanalyste, elle n'est pas que psychiatre, Oui, non, on n'écrit pas, puis surtout l'écrire, puis d'ailleurs le dire, déjà, on ne dit jamais ça. Non. Dur, mais on ne dit jamais ça parce qu'on ne peut pas savoir. Je me méfie donc maintenant de ce milieu, quoi. J'ai pas recommencé, ça c'est sûr. Oui, enfin pour autant, je comprends votre réticence, mais en même temps, là il y a une forme d'abus de pouvoir. Absolument. Je suis d'accord avec vous. Mais on n'est jamais à l'abri d'un dérapage. Il y a une forme d'un peu de toute puissance là, et vous avez très bien réagi, je trouve. Justement. Je me suis pas suicidée. Heureusement, oui, vous avez une force de caractère, enfin, et puis même pour pouvoir dire ça va, qu'est-ce que c'est que cette. Mais pour autant. Peut-être que vous auriez pu continuer avec quelqu'un d'autre, Oui, j'aurais pu, mais... je comprends que c'est compliqué. C'est compliqué quand on est, déçu, comme ça, c'est très déstabilisant. En même temps, je vous comprends. Alors, il y a autre chose aussi. Pour pardonner à quelqu'un, il faut qu'il demande le pardon. On est d'accord. Alors là, il m'a jamais demandé de pardon, quoi. Alors, je ne veux pas dire aussi que la faute, qu'il est entièrement responsable de tout, parce que dans un divorce, on est toujours, il faut reconnaître, à 50-50. Donc, peut-être qu'il n'éprouve pas vraiment le besoin de me demander pardon, puisqu'il, finalement... Enfin, ce qu'il a fait après, ça a été quand même assez dur, mais pour le divorce, la séparation, vraiment, j'étais aussi responsable que lui, quoi, dans la séparation, finalement. S'il est allé chercher ailleurs, c'est que il ne voyait... je lui rendais pas une image...
comment dirais-je, je lui renvoyais plus une image gratifiante de lui-même, quoi. Donc, il est allé en chercher une autre ailleurs, en fait, dans les yeux d'une autre. Alors, est-ce que ça serait à vous qu'il faudrait c'est vous moi pardonner? qui dois demander pardon. Non, j'ai pas dit ça. Mais est-ce que ça serait à vous qu'il faudrait vous pardonner? Parce que vous semblez presque vous sentir responsable en me disant, au fond, je ne lui renvoyais plus une image gratifiante. Oui. Parce qu'il y a de ça aussi, finalement, pour ça, peut-être vous apaiser. Quand il y a plus d'admiration, c'est fini. Hein. Ouais, c'est peut-être pas aussi simple que ça dans l'histoire que vous me présentez, parce que c'est pas anodin pour un homme de 55 ans d'aller épouser une femme plus jeune et de lui faire un enfant. Il y a quand même, ça renvoie chez lui certainement à une peur de la vieillesse et de la vieillir. Derrière la peur de vieillissement, il y a des angoisses de mort, même si c'est pas forcément conscient. Et comme c'est pas conscient, c'est agi. Si c'est pas élaboré, ça s'agit plus que ça ne peut pas se parler. Et donc aller vers une femme plus jeune, inconsciemment, c'est quand même une façon de se rassurer aussi sur sa virilité en disant vous voyez, je peux faire un enfant encore, je suis jeune. Donc il y a quand même il a pas été vers une femme de sa génération ou simplement quelques années d'écart. Il a quand même été choisir une femme beaucoup plus jeune qui était encore fertile. Il y a quand même une problématique un peu particulière. Tout à fait, oui. Donc, faut un peu relativiser, là, votre responsabilité. Enfin, on se pose toujours des tas de questions, quoi. Hein. Oui, vous vous en posez beaucoup. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, oui, il y a des espèces de... Oui, encore, oui. Je suis ressortie avec un homme, enfin je suis restée 5 ans avec un autre, mais en fait, il a servi de pansement, quoi. J'étais pas sortie de mon affaire, donc j'ai pas pu reconstruire vraiment quelque chose avec lui. Et effectivement, au moment où vous en parlez, je reçois un SMS là au 7 21 21 code nuit de Brigitte qui dit: êtes-vous satisfaite de votre vie actuelle, indépendamment de votre ex-mari? Alors oui, j'en suis satisfaite, oui. Je suis seule, j'assume complètement, je suis bien, oui, je suis bien, oui, tout à fait. C'est même étonnant, mais j'ai pas du tout peur de la solitude, j'ai beaucoup d'activités, de toute façon, je travaille beaucoup encore, et enfin j'ai beaucoup de centres d'intérêt, quoi. J'ai mes 2 enfants qui m'occupent encore beaucoup, on fait plein de choses ensemble, j'ai beaucoup voyagé, enfin bon, donc non, je suis satisfaite de ma vie actuelle, oui, tout à fait. C'est sur le plan affectif, amoureux, que c'est plus compliqué. Oui, ça c'est vrai. Compliqué de faire de la place à un homme. Pardon ? Compliqué de faire de la place de nouveau à un homme. Voilà, oui, puis ce serait, c'est sûr que c'est agréable aussi d'être à 2, ça je... Oui. Mais... Vous aimeriez de nouveau? Ah oui, mais c'est très compliqué, finalement. Très compliqué. Voilà, mais effectivement... C'est ça qui est compliqué aussi pour vous, Marie. C'est-à-dire que vous avez cette difficulté à réinvestir une relation, et votre mari, lui, votre ex-mari, s'est engagé très vite dans une relation avec une femme jeune. Il a fait un enfant. Enfin, ça veut pas dire forcément qu'il est très heureux et malgré les apparences, comme si ça y est, il avait tout effacé de sa vie, parce que c'est pas forcément plus simple. Il a pas forcément réglé toutes ses angoisses, Oui, je pense aussi, oui. Mais ça peut en donner l'illusion. Alors c'est d'autant plus compliqué quand vous vous retrouvez avec finalement toutes ces années passées avec lui, tout ce que vous avez construit avec lui, cette vie de couple, cette vie de famille, et puis cet homme qui s'envole pour une plus jeune, avec qui il fait un enfant, comme s'il redémarrait une deuxième vie. Ah, mais tout à fait. Et puis vous, qui vous retrouvez avec au fond cette peur aussi de l'avenir. Et vous voyez, lui il avait peur de l'avenir, et vous vous retrouvez à gérer aussi cette peur de l'avenir,
et ça peut faire vieillir, enfin d'un coup ça, hein, ce côté d'être abandonné entre guillemets pour quelqu'un de plus jeune que soi. Oui. Ah oui, ça a été terrible, oui. Pour l'image de soi, c'est. Pour l'image de soi, c'est très difficile. Oui. Bon, je me suis quand même retapée, hein, en me disant, mais enfin, bon, il faut y passer quand même. Mais je vois que, bon, c'est le problème de beaucoup de gens aussi, hein, toutes ces séparations. Je trouve ça épouvantable de douleur, quoi. Oui. J'entendais hier soir cette jeune fille là qui s'est mariée, qui est restée mariée 1 an. Oui. C'est horrible, quoi, vraiment. Je sais pas. Oui, mais c'est encore autre chose parce que on ne peut jamais de toute façon comparer les souffrances des uns et des autres. Évidemment, c'est d'une brutalité terrible. Hein. Fabienne nous en parlait. Elle avait des tas de projets avec cet homme, fondé déjà un couple, puis une famille. Mais bon, elle est encore très jeune et ces projets peuvent encore se réaliser avec quelqu'un d'autre. C'est plus difficile finalement quand on a eu un compagnon comme ça de vie avec qui on a tout construit et puis qui quitte finalement parce que lui a des peurs et n'accepte pas son propre vieillissement et finalement l'autre lui renvoie cette image-là aussi, hein, comme un miroir un peu grossissant. Donc, il convole avec une plus jeune. Oui. Ça, c'est souvent une problématique masculine, effectivement. Oui. Enfin, moi, je m'apprête à être grand-mère, quoi. Je cherche pas à être plus jeune que ce que je suis, hein. Oui. J'assume bien mon âge, voilà, j'accepte, et puis voilà, quoi. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'est pas forcément plus heureux, au fond. Oui, mais je souhaite pour lui qu'il soit heureux, finalement, c'est ça. Ce serait ça, lui pardonner, c'est lui souhaiter du bonheur, quoi. J'en suis pas encore vraiment là, quoi. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il faudrait en arriver à ni lui souhaiter du bonheur ni du malheur. C'est arriver à finalement faire votre vie et indépendamment de lui, pas en référence à lui. Or, c'est toujours en référence à lui, Marie. Oui, c'est vrai. C'est ça le problème. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais bon. Vous savez, quand on a passé, je suis restée 20 ans mariée avec lui, on était en symbiose, hein, totale. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est séparés peut-être, parce qu'on a trop fait de choses ensemble, on était ensemble jour et nuit, quoi. Donc, après, c'est quand même très difficile d'oublier tout ça, quoi, en fait. Hein. Surtout quand lui redémarre une autre vie, comme si rien ne s'était passé, finalement, c'est un peu une insulte, quoi, aussi. Une insulte à ce qu'on a fait ensemble. Alors, je reçois un message du Subversif qui dit: la problématique morale offre paradoxalement un prétexte à l'affect pour ne pas entreprendre, pour ne pas s'entreprendre favorablement. Oh là là, le Subversif, là, j'ai du mal à suivre. Le pardon vous empêche d'avancer, si ça, voilà. Ne pardonnez pas, dépassez. C'est ça, c'est un peu le problème, le pardon. Bon, évidemment, c'est un concept avant tout judéo-chrétien. Oui. Ça veut pas dire qu'on peut pas élargir. Et que parfois, comme vous dites, pardonner, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que, comme vous dites, ça permet de lâcher prise, ça permet d'apporter un peu de sérénité, un peu d'apaisement. Le problème, s'il est que parce qu'il faut pardonner, hein, parce qu'on est dans la morale chrétienne, judéo-chrétienne, eh bien, c'est une façade. Mais au fond, on refoule toutes ces émotions or. On ne peut, comme vous l'avez dit très justement, déjà pardonner que si l'autre demande pardon. On ne peut, par ailleurs, si vous voulez, il y a pardon possible que s'il y a une reconnaissance de la souffrance, de la blessure. Et or là, il y a une grande blessure d'un point de vue narcissique aussi. Une reconnaissance de la blessure. Oh, je vous entends plus, Marie. Pardon. Une reconnaissance de la blessure par lui ou par moi ou par vous. Il faut pas demander à l'autre forcément là. Il faut vous voyez, mais on voit bien que vous tournez autour de lui tout le temps. Il faut que ça vienne là de vous et le travail que vous aviez entrepris, ça passe par là. C'est-à-dire qu'à un moment cette souffrance, elle soit entendue.
Parce que ça peut venir que dans un second temps, éventuellement, ou ne pas venir. Vous savez, le pardon, maintenant, on entend, ça me fait penser. Dans un autre registre, on voit dans des procès d'assises parfois des accusés qui demandent pardon aux familles des victimes. Bon, bien souvent, c'est plus une stratégie de défense où on se rend compte ça peut avoir été conseillé par leur avocat. Alors, je ne dis pas qu'il y a parfois une démarche sincère, parce que entre le moment où les faits ont été commis et le moment où le procès a lieu, il peut y avoir une évolution de la personne qui a commis l'acte criminel. Et il peut être sincèrement dans une culpabilité, dans une démarche de vouloir demander pardon aux familles des victimes. Mais le plus souvent, c'est fait comme ça pour essayer de minimiser un peu la peine encourue. Vous voyez, ça a pas de sens. Donc, si vous voulez, si la souffrance à un moment n'est pas entendue, vous ne pouvez pas être dans la dimension du pardon. Donc, il s'agit pas forcément. Je crois que là, effectivement, c'est un peu une illusion. C'est-à-dire, où s'il y a à se pardonner, c'est peut-être à vous-même de je ne sais pas quoi, d'une culpabilité ou de quelque chose de cet ordre-là. On va accueillir, on va marquer une petite pause et on va accueillir Martine. D'accord ? Ne raccrochez pas, tout de suite. Quelques messages qui arrivent au 7 21 21, code de nuit. Romanticris dit: le pardon demande un grand travail sur soi-même, ne pas se focaliser sur les erreurs ou agissements de l'autre. Réapprenez peut-être à vous aimer un peu plus. Coco dit: est-ce que votre haine ne signifie-t-elle pas une manière de maintenir encore un lien avec votre ex-mari ? Problème si vous désirez passer à autre chose. Tony dit: est-ce que pardonner n'est pas la peur de l'affronter ? Andrea qui dit: ma vie est un copier-coller avec celle de Marie, courage à elle. Le valet de cœur dit: coupez le cordon marital et vivez enfin votre vie de femme. Et on accueille maintenant Martine qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Martine. Bonsoir. Bonsoir. Ben voilà, moi il y a peut-être la radio qui gêne, non ? La radio, oui, en général, il faut la couper quand on s'exprime à la radio, sinon ça fait du larcène. Merci. Ah, à moins que la radio soit à l'autre bout de l'appartement. Mais Oh, excusez-moi. Vous êtes là ? Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention parce que mon mari est parti il y a 5 mois pour une femme effectivement plus jeune, de 20 ans, de moins que moi. Et il a commencé un petit peu à perdre pied au moment de la mort de son père. Voilà. Perdre pied, c'est-à-dire ? Excusez-moi ? Perdre pied, c'est-à-dire ? Il s'est remis en question. C'est-à-dire, vous pouvez préciser, Martine ? Oui, il s'est posé la question de savoir, il fallait vivre sa vie. J'entends très mal, j'ai un téléphone qui marche mal. Oui, j'ai l'impression que vous nous entendez mal. Oui, il faut vivre sa vie. Oui, c'est-à-dire ? Donc lui a décidé de vivre sa vie. Oui. Voilà. Mais dans quel sens ? Ben dans la sienne. Oui, mais encore. Ben c'est tout, il se fait plaisir. Mais il est parti, il vous a quitté ? Oui. Pour quelqu'un de plus jeune ? Bien sûr. Faut pas exagérer quand même. D'accord, donc c'est au moment du décès de son père. Ben, ça a commencé, on a eu le décès de son père et le décès de mon père. On a eu une année un petit peu, très difficile. Et à un moment, il s'est dit, je veux vivre ma vie. Oui, là on voit bien la dimension de la mort, comme si finalement il y avait cette échéance, cette angoisse, la perspective, la vie est très courte et donc exactement, mais c'est tout à fait ça. Brûlons la vie par les deux bouts.
Et donc se rassurer auprès de quelqu'un de plus jeune, comme si en étant auprès de quelqu'un de plus jeune, on oubliait que soi-même on vieillit et donc qu'on est mortel au fond. Exactement. C'est totalement ça. Oui. On n'y peut pas grand-chose et c'est vrai que là, ce n'est pas lié à vous. Évidemment, c'est ce que j'essayais aussi d'expliquer à Marie. Oui, c'est on difficile. Peut pas prendre toute la responsabilité. Non, donc, non. Les hommes partent peut-être plus facilement, je ne sais pas. Il y a Ninon d'ailleurs qui envoie un message, là, un SMS, qui dit « Le barbon qui veut épouser un tendron, les comédies de Molière en sont pleines, rien de neuf sous le soleil, oubliez le pardon et moquez-vous-en ». Ouais, je vois pas vraiment là la dimension du pardon. C'est, moi non plus, mais... je crois qu'effectivement, il y a quelque chose de trouver l'apaisement, c'est ça. mais en vous-même, en vous-même. Oui, de toute façon, on n'a pas tellement le choix. Non, parce que le pardon est encore lié à lui. C'est-à-dire, c'est plus parvenir à quelque chose qui est de l'indifférence. Enfin, que ça ne vous atteigne plus, que ça ne vous affecte plus. Ouais, ça c'est un petit peu plus difficile. Bien sûr. C'est encore un petit peu, petit peu trop chaud, on va dire. Bien sûr que c'est difficile. Un petit peu trop. C'est trop bien court. sûr. Ouais. Merci en tout cas, Martine, de votre réaction. Mais non, parce que je pense que c'était... Moi, je trouve que, comme j'ai pas tout compris, ça s'est fait tellement brutalement, en plus, mon histoire, que j'ai rien compris, alors... Et oui, parce que on est dans la pulsion. Donc ça ne peut se faire que très brutalement, là. On est dans quelque chose qui n'est absolument pas élaboré, puisque c'est de l'ordre de la pulsion. Quelque part de la pulsion de vie. Mais évidemment pour l'entourage, et en l'occurrence pour l'épouse, pour les enfants, c'est terrible parce que là c'est presque pour eux comme si leur survie en dépendait. Complètement. Donc peu importe les autres, il y a vraiment là il n'y a que qui compte. C'est complètement ça. Alors là, vous me rassurez parce que c'est ce que je pense beaucoup et c'est lui, quoi. Donc, d'où la, je veux dire, vous avez le droit d'être en colère et de lui en vouloir parce que effectivement, dans ces cas-là, même si il y a une explication, moi j'explique là rationnellement, évidemment, c'est toujours plus simple quand on est à distance, mais quand on le vit, c'est pas facile. C'est très perturbant, c'est très déstabilisant de perdre son compagnon de vie. Mais comme vous dites, ça ne peut être que brutal parce que c'est de l'ordre de la pulsion. C'est-à-dire voilà. Mais bon, et là à ce moment-là, il n'y a que qui compte, c'est ça. Donc, oui, parce que ça fait quand même quelques dizaines d'années. Oui. On va dire. Alors, ce qu'on pourrait dire, il y a effectivement un message là pour vous, Marie, qui dit peut-être arrêtez de tourner en rond autour de cette dimension du pardon. Continuez votre analyse avec un autre psy et essayez de rencontrer un autre compagnon. Il y a Marie-Christine qui dit pourquoi pardonner ou ne pas pardonner? Pardonner quoi? Il y a eu une belle histoire, il faut en garder les moments de bonheur et puis il y a la rupture, l'après. Poursuivez votre route en pensant à vous et non pas à lui. Prenez un amant plus jeune que vous, il y en a près de vous, c'est sûr. C'est mieux que votre psy, dit Marie-Christine. Voilà deux avis. Bon, je sais oui, pas mais si les c'est... amants, ça se trouve pas comme ça. Il y a des hommes qui peuvent être sensibles au charme des femmes plus matures. Mais bon, après, chacun réagit. Non, mais là, il s'agit pas de le faire en réaction, ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Caroline, c'est que je voulais pas pardonner par générosité. J'ai compris. Mais oui. C'était pour me donner la paix à moi. Oui. Mais je sais pas si c'est de l'ordre du pardon, voyez. Je crois que c'est plutôt essayer de prendre de la distance. D'accord. C'est plus à mon avis, de cet ordre-là. Donc avec les enfants, on a toujours une connexion par rapport à son ex par rapport aux enfants. Bien sûr, mais vous pouvez limiter. Vous pouvez limiter au maximum. Tout à fait. Vous protégez un peu. Tout à fait. Bon courage en tout cas, Marie. Beaucoup, merci et bon courage à vous, Martine. Au revoir. Oui, mais ça va le faire. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute.
Un petit message encore de Brigitte au 7 21 21 code de nuit pour Marie qui dit vos blessures ont été tellement intenses qu'elles ont besoin d'être dites encore pour pouvoir cicatriser. Et puis Imani dit il est grand temps de vivre pour vous, la vie est courte. Marianique, elle nous envoie un mail pour dire j'ai vécu une situation comparable à celle de Marie, à savoir abandon avec 2 enfants. J'ai souffert, mais j'ai trouvé la paix en estimant que je ne pouvais pas interdire à mon conjoint d'aimer ailleurs. Par humanité, je me suis réparée en écrivant. Le temps a passé, 22 ans après. Mon ex-mari vient d'avoir un enfant avec une femme très jeune. Mes enfants de 40 et 36 ans accusent l'événement, mais nous lui laissons son chemin et ce sens à sa vie. La clémence nous apaise, dit Marianique. Bonsoir Audrey. Bonsoir Audrey. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Donc je vous ai écrit un mail. Oui, alors je vais le chercher parce que j'ai de nombreux mails sous les yeux ce soir. C'est un petit peu compliqué alors. Alors attendez, vous allez m'en parler puisque de toute façon ceux qui nous écoutent ils n'ont pas le mail sous les yeux. Hein, donc c'est une histoire donc, En fait, ça fait donc presque 2 ans que j'étais avec un garçon. Donc j'ai 22 ans et lui il a 20 ans. Oui. Et donc dès le début on a été dans une relation très fusionnelle. Oui. On se voyait pratiquement tous les jours, tout allait bien, on va dire qu'on était un peu dans une bulle. Et donc ça a bien été jusqu'à cet été là, où il m'a dit qu'il voulait faire une pause. Et donc au début je savais pas pourquoi, enfin quelle raison, et finalement je me suis aperçue qu'en fait il se sentait étouffé. Par quoi? Par la relation? Par Oui. Oui. Le fait qu'on se voyait tout le temps. Et moi aussi, au final, je me suis sentie étouffée aussi parce que j'avais l'impression que j'étais plus vraiment moi. J'avais plus de personnalité un peu, quoi. C'était vraiment le couple. Oui, vous aussi, vous le ressentiez. Oui. Oui. Voilà. Et donc, ça a duré 1 mois la pause. Et en fait, après, il m'a recontacté en me disant qu'il voulait qu'on reprenne et qu'il était prêt à repartir sur de bonnes bases. Oui. Donc là, pendant 2 mois, on était ensemble, tout se passait bien, sauf qu'on se voyait beaucoup moins souvent qu'avant. Mais bon, à chaque fois qu'on se voyait, on était bien ensemble, quoi. Et donc, il y a 15 jours, il m'a avoué que donc il m'avait trompé 2 fois pendant l'été. Pendant cette pause. Voilà, pendant cette pause. Oui. Et donc, j'ai une réaction, on va dire, un peu violente. Enfin, je l'ai mal pris, quoi. Ça fait jamais plaisir en même temps, hein. Oui. Et donc, après ça, au début, donc, je suis un peu restée en train de... Enfin, je réfléchissais et tout ça. Et puis, vu que je me suis dit que c'était pendant la pause, j'avais décidé, on va dire, de lui pardonner et de passer l'éponge, quoi. Et à ça, lui, il m'a dit qu'il se sentait plus digne de moi et qu'il préférait disparaître et prendre ses distances. Mais quand il vous a dit qu'il vous avait trompé, à ce moment-là, vous étiez ensemble? Oui, on était ensemble, c'était au moment de se coucher. Au moment de se coucher. Ah oui, il en avait gros sur le cœur, il avait besoin de vous le dire. Oui, voilà. Et finalement, quand vous lui dites d'accord, je passe l'éponge, en fait, je lui ai pas dit sur le moment. Oui, sur le moment, vous étiez en colère. Voilà, je lui ai dit le lendemain, et même pas en face, c'est par SMS que je lui ai dit, en fait. Que vous passiez l'éponge. Voilà, oui. Et là, il vous dit qu'il se sent pas digne de vous. Oui. Et qu'il préfère prendre ses distances. Préfère disparaître, et que, en fait, ma réaction l'a encore plus culpabilisé qu'il l'était avant. Ah oui. Eh oui, il se sent d'autant plus coupable que vous réagissiez avec clémence. Voilà, oui. Ouais. Et donc, là, pendant 15 jours, je lui ai donné aucune nouvelle. Parce qu'il m'avait dit que si j'essayais de le contacter, puisqu'il avait besoin de prendre des distances, ça risquait de mal finir, il m'avait écrit. C'est-à-dire ?
Ben moi j'ai compris mal finir qu'il allait mettre un terme à la relation, je pense. D'accord. Parce qu'en fait, déjà cet été, quand ça lui convient pas ou quand j'essaye d'aller contre ce qu'il veut, il devient assez agressif en fait dans ses mots et il est souvent assez méchant dans ses propos, quoi. Bon. Et donc je lui avais laissé du temps, tout ça, et puis aujourd'hui, suite à une réponse, suite à un petit mot que j'ai mis sur Facebook, le site là, j'ai mis te revoir et donc il a répondu et il m'a mis par mail en plus, je n'ai plus de sentiments pour toi. Ah oui. Donc là, je suis complètement perdue, quoi. Ça, c'est récent. Oui, c'est passé aujourd'hui, là. Bon. Alors, je me demande, parce que je me dis que les sentiments, ils vont pas pu s'envoler comme ça, quoi. Non, mais les sentiments, ça évolue en même temps, Audrey. Et là, depuis quelques mois, vous traversez une zone assez tourmentée. Bah oui. Donc peut-être que il a besoin de prendre un peu de distance. Mais c'est ça aussi. Donc que je il faut le laisser. Après l'été, il était revenu, quoi. Bah, justement, après l'été, il est revenu après avoir eu quelques expériences ailleurs. On peut penser sans importance, enfin sans trop d'implication affective, puisqu'il est revenu vers vous. Il m'a dit que c'était sans sentiment après quand il m'a avoué. Il vous l'a dit, voilà. Donc bon, il est très jeune, hein, il a 20 ans, vous me direz, bon, vous avez 22 ans, mais vous êtes ensemble depuis 2 ans, donc vous l'avez connu, il avait 18 ans. Oui, c'est ça. Donc à 18 ans, il n'avait pas eu énormément d'expérience, avant de vous rencontrer. Donc, forcément... en plus, comme souvent à vos âges, on bascule très vite comme ça, un premier amour dans une relation très fusionnelle. Quand on est amoureux, on a envie de se voir tout le temps, d'être tout le temps ensemble, on se rassure beaucoup avec la présence de l'autre. On est tout le temps fourrés ensemble. Oui, c'est ça en plus. Voilà, on a besoin vraiment de contact, de la présence physique de l'autre, et presque un côté un peu exclusif, quitte à oublier même un peu les amis autour de soi. C'est toujours être à deux. Mais on s'est vraiment renfermé sur nous, quoi. Voilà, vous étiez comme ça dans votre bulle et vous étiez bien comme ça. Et puis vous vous êtes rendu compte, enfin c'est lui qui le premier a donné le signal d'alerte, qu'il étouffait un peu, qu'il avait un peu besoin d'air, ce qui est normal au bout d'un certain temps. C'est-à-dire, ça veut pas dire qu'il était forcément moins amoureux, mais il avait besoin aussi de rencontrer d'autres gens, de respirer un peu. Et d'ailleurs, vous aussi, Audrey, vous ressentiez cela. Donc, il fait une pause et ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire qu'il a eu des rencontres avec d'autres jeunes filles, avec qui il a eu une aventure, voilà. Mais il revient vers vous, donc il a toujours cet attachement pour vous. Oui. Là, il culpabilise quand même, il a besoin de vous le dire. Donc il en avait gros sur le cœur, il se sentait mal vis-à-vis de vous. Oui, il aurait pu se taire, parce qu'après tout, c'était pas grave dans la mesure où ces histoires étaient sans importance. Il n'y avait pas de sentiment. Mais il est encore très jeune, donc il s'en voulait, donc il vous le dit. Et finalement, vous pardonnez très vite. Et lui, il sait pas quoi faire de sa culpabilité.
Et comme le dit le subversif avec ses mots à lui, mais qui sont, moi je suis vraiment d'accord avec lui. Il dit son masochisme précoce réclame sa pénitence en herbe. Accordez-lui sa souffrance, qu'il en jouisse à son aise. Oui, je me disais aussi, je suis assez d'accord. Je l'ai pas puni, quoi. Eh oui, comme s'il se punissait. Il recherche, voilà. Oui, c'est ce que j'avais vu, quoi. Comme s'il se punissait, c'est-à-dire quand il revient, je suis pas digne de toi. Bon, au fond, vous voyez, vous avez passé l'éponge un peu vite. Il avait certainement besoin de s'auto-flageller un petit peu plus. Mais en fait, tout de suite, il a tourné la situation à son avantage quand moi j'étais super mal et tout, et par rapport à ce que je ressentais et tout de suite, il s'est dit comment tu es là, ça me fait encore plus coupable. Et tout de suite, il s'est renfermé comme ça. Voilà, donc ça montre bien, c'est-à-dire comme vous êtes grand seigneur, tout ça, vous dites bon, allez finalement, d'accord, je t'accorde mon pardon finalement. Vous voyez, on y revient. Ben lui, il se sent encore plus piteux. Bah oui. Il se sent encore plus nul. Il dit mais cette fille, elle est géniale, je l'ai trompée, et il se sent encore plus minable. Donc, il casse, il abîme. Donc, laissez-le, là, dans son truc. Bah, de toute façon, là, j'ai rien répondu à son mail. En plus, déjà, le dire par mail. Il y a rien à répondre, là. Alors, effectivement, il y a d'autres réactions qu'on peut entendre, hein, aussi, parce que ça peut être une autre interprétation, qui, j'imagine, va moins vous plaire. Il y a le valet de cœur qui dit « Pardon pour ma franchise, Audrey, mais n'est-ce pas là une excuse très masculine de mettre un terme à cette histoire ?» C'est le point de vue de Jules, qui dit « Ne cherche-t-il pas simplement une porte de sortie ?» Et puis Sergio qui dit peut-être qu'en t'avouant qu'il t'avait trompé, il pensait que tu le quitterais, et vu que tu as pardonné, je pense qu'il souhaitait que la rupture vienne de toi-même. Ça peut être. Hein, ça peut être, on pourrait dire, peut-être qu'au fond, il cherche à provoquer une rupture, mais en même temps, il est revenu. Comment ? Parce que, en fait, juste avant qu'il me le dise, je veux dire, j'ai lu dans ses yeux quelque chose, vraiment, c'était vraiment fort, quoi. Dans le regard, des fois, on peut lire des choses vraiment fortes, et il était en train de me caresser la joue, tout ça, et on voyait qu'il pensait, là, mais cette fille, elle est bien, je l'aime, je suis bien avec elle, et je lui mens, quoi. Donc, je pense que moi, je pense, je serais assez de l'avis du subversif, hein, je pense vraiment qu'il comme vous ne l'avez pas puni de ses incartades, et il sait pas quoi faire de sa culpabilité, donc il se punit lui-même en sabotant l'histoire. Maintenant, ça peut être passager, comme ça peut durer, hein, Audrey. C'est-à-dire que il peut, mettre un terme à l'histoire, mais pour des raisons, pas forcément parce qu'il n'est pas attaché à vous, et vous avez tout intérêt dans cette histoire à le laisser un petit peu là, laissez-le régler tout ça, et justement ne jouez pas celle, voyez, l'amoureuse qui dit mais qu'il rappelle, laissez-le dans sa culpabilité, voilà. Laissez-le. Moi, je pense que s'il avait voulu la rupture, il avait d'autres moyens de le faire. Déjà en ne revenant pas vers vous, et à la limite, il n'était pas, enfin, il y avait d'autres façons de faire. Il n'était pas obligé de revenir vers vous. Bah oui, c'est sûr qu'il aurait très bien pu m'avouer tout ça, enfin tout de suite ça au début, quoi, juste à la fin de l'été, quoi, et me dire voilà, je t'ai trompé, on se remet pas ensemble, quoi, c'est fini. Mais il est revenu, quoi, donc. Il est revenu, oui, c'est pour ça. Je pense que bon, il a besoin un peu de se punir, voilà. Il agit encore, il est très jeune, vous voyez, il vous le dit, il a besoin de vous le dire, et justement, s'il vous le dit, c'est parce que vous comptez. C'est trop, justement, si vous ne comptiez pas pour lui, vous l'aurez pas dit. Oui, c'est je m'en doutais un peu aussi, mais en fait, ce qui me fait mal, c'est la façon dont il m'a dit, j'ai plus de sentiments pour toi, j'ai du mal
Mais parce qu'il est en train de tout casser, c'est-à-dire qu'il agit comme vous, il pensait que vous auriez réagi. Voilà. Donc il s'auto-punit. Je suis sûre que s'il me l'aurait dit en face, ça serait pas passé pareil, quoi. Justement, ça l'arrange bien. S'il vous l'avait dit en face, oui, il vous le dit par écran interposé, c'est plus facile. Donc ne répondez pas. Laissez-le. Laissez-le un peu dans ces affres-là, voilà. En plus, là, j'ai l'impression que voilà, il a dit enfin ce qui lui pesait dessus depuis 2 semaines, parce que ça se trouve, il a pensé dès le début à mettre fin à la relation, quoi. Et donc là, j'ai l'impression que il a l'air soulagé, là, sur le moment, quoi. Peut-être, oui. Il est soulagé par rapport à sa culpabilité. Oui. Voilà, c'est-à-dire que vis-à-vis de sa culpabilité qui était un poids, un fardeau, ben là au moins comme il se punit, comme il s'aborde votre histoire, oui, il peut se sentir mieux ponctuellement. Alors il y a Sacha qui a un autre point de vue, il m'envoie un mail, il dit « Oh jeune fille, vous êtes très laxiste, ce garçon est un goujat. » Mais il a 20 ans, il avait eu que... Attendez, il connaît Audrey depuis l'âge de 18 ans, il a eu des aventures, il vient lui dire un goujat, ça serait celui qui tromperait comme ça sans arrêt et qui ne dirait rien. Et voilà, là on voit, il, au début de sa vie amoureuse, il dit tout lui, il agit pas dans le mensonge justement. Allez, moi je pense que ça peut s'arranger, mais pour le moment faites silence radio, hein. Vraiment. Vraiment. Bon courage Audrey. Merci beaucoup. Au revoir. Et nous sommes le vendredi 13, alors jour de chance ou jour de poisse pour certains, c'est selon. En tout cas, nous allons poursuivre l'émission sur Europe 1 en toute quiétude avec vos appels au 39 21. Toutes vos réactions par courriel sur le site europe1.fr, par SMS au 7 21 21 code nuit. Alors petite précision pour les SMS parce que j'ai reçu un mail oui d'Anna qui me dit après 5 SMS échoués, je ne sais où. C'est le cas aussi de Café Allongé qui me dit mes SMS n'arrivent pas. C'est simplement pour vous dire qu'il faut écrire le mot clé qui est nuit. Donc vous tapez d'abord nuit sur votre téléphone, vous tapez puis votre message et vous envoyez le tout au 7 21 21. Donc si vous ne mettez pas le mot clé d'abord nuit, effectivement je ne reçois pas vos SMS, hein. Et vous avez normalement quand il est arrivé un message de confirmation. Voilà. Donc Anna qui dit j'espère que on entendra toujours Sergio. Georges apparemment absent ce soir, nous dit-elle, il doit être au Macumba. Et puis elle dit demander au subversif un dictionnaire afin de déchiffrer rapidement ces délicates et fidèles interventions. Voilà, Anna qui nous fait à tous un abbraccio grande. C'est plus qu'un baiser, c'est plus qu'une accolade, c'est prendre dans les bras de façon très chaleureuse. On va accueillir maintenant Jeanne. Bonsoir Jeanne. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis un peu émue. Mais je viens de vous entendre dire vendredi 13, chance ou poisse, je ne sais pas quel mot vous avez dit. Je pense que pour moi ça peut être que de la chance, parce que la poisse je l'ai. Bon, alors ça va être de la chance qui va arriver. Oui. Hein, il y a des phases comme ça, il y a des cycles. Oui, mais quelquefois il y a des cycles qui durent un peu trop. C'est vrai, ça arrive, il y a des périodes comme ça. Il y a des tas de choses qui s'enclenchent. Qu'est-ce qui se passe alors ? Voilà, moi j'avais appelé hier soir puis vous n'avez pas pu rappeler. Voilà, en bref. Bon, j'ai un peu plus de 60 ans. J'ai ma mère qui est décédée rapidement, subitement, je dirais, 8 jours après une opération. Ça fait 18 mois maintenant. Je croyais pas l'aimer, ma mère. Et puis c'est maintenant que je me rends compte que je l'aimais. Oui. Ah. Oui. Parce que c'était une femme qui était égoïste, il faut le dire. J'étais beaucoup plus attirée par la famille de mon père, qui était un fils unique. Ça se comprend. Quand il y a un fils unique, il y a des petits enfants uniques aussi pour les grands-parents. Oui.
Et j'ai tellement aimé mon grand-père, ma grand-mère, mon père, que je croyais que ma mère l'aimait pas, parce qu'elle n'était pas comme eux. Et puis ben là, elle était la dernière. On avait un vécu. Et puis là, ben, je me retrouve seule. Et j'ai une sœur. Oui. Qui m'a toujours ignorée, qui m'a traitée comme une moins que rien. Je peux même pas parler de ma mère avec elle. Elle a dit, c'est bien, elle est morte. Elle voulait pas souffrir. Bon, j'ai compris. Tu meurs, on t'enterre et c'est terminé. Et on attend les sous. Parce que ça, les sous, ça l'intéressait beaucoup. Votre sœur est plus jeune, plus âgée? Elle a 13 mois de plus que moi. Oui. On dit que une sœur aînée, c'est protectrice, mais moi j'ai eu la destructrice. C'est comme ça que je l'appelle. Et les gens qui connaissent me disent oui, c'est vrai que t'as pas tort. Je pense que mes parents m'ont mis au monde, mais ils n'auraient pas dû. Elle s'est toujours constituée fille unique. Et c'était en province, si bien que à 14 ans, comme beaucoup de jeunes en province, ma génération, puisque j'ai un peu plus de 60 ans, oui. On est monté à Paris pour travailler. Ça l'a bien arrangé, comme ça elle était fille unique. Et puis après elle a épousé un homme pas très intéressant qui l'a bien modelé dans cette situation. Elle s'est complue et je n'existais pas. Bon, enfin, je sais pas, elle me prend pour une demeurée, alors que j'ai évolué autrement qu'elle. Mais ça fait rien quand on est différent ou qu'on a évolué différemment, parce que c'est mon évolution, on a été élevés de la même façon. On n'a pas du tout le même état d'esprit. Elle est jalouse certainement de vous. 13 mois, c'est très peu d'écart. Elle peut pas être la grande sœur protectrice. Il y a beaucoup de rivalité souvent quand il y a... Soit il y a une très grande complicité, mais parfois entre deux enfants du même sexe, il peut y avoir une très forte rivalité. Elle aurait dit à quelqu'un qu'elle a peur de moi, de mes yeux. J'ai pas un regard... C'est un peu plus de 60 ans qu'il faut que j'apprenne que j'ai des yeux qui fait peur. Jamais on m'a parlé de mes yeux. Mais il faut qu'elle dise n'importe quoi pour avoir une raison. Mais ce qu'il y a, c'est que effectivement, je suis plus maligne qu'elle dans les affaires. Moi, j'ai travaillé dans le commerce. Excusez-moi, j'ai été un peu vulgaire. Elle a travaillé derrière le cul des vaches. Elle était paysanne. Hein. Et son mari, lui, il volait partout et elle était toujours derrière ses vaches et à sa ferme. Il y avait que ça qui l'intéressait. Lui, ça l'arrangeait bien parce que comme ça, elle était occupée et lui, il pouvait aller se pavaner. Et... Bon, enfin, elle a accepté cette situation, c'est son problème. Et malgré tout, comme il était assez malhonnête, il la protégeait dans les affaires. Il était un peu escroc, c'était bien. Et il y a 7-8 ans, il l'a quittée. Alors là, elle est malheureuse comme les pierres, elle sait pas se débrouiller toute seule. Et elle sait que moi, oui, je sais plus qu'elle, parce que j'étais une femme divorcée, enfin, mon fils avait 2 ans et demi, donc confrontée à amener ma barque avec un enfant de 2 ans et demi. Et le travail. Mais pour elle, j'étais un déshonneur parce que divorcée. Elle avait honte de moi. Il y a des gens qui ne savent pas que j'existe parce qu'elle ne parlait pas de moi. Parce que j'étais une divorcée. Et même l'année dernière, pour vous dire comment elle est, elle me dit, quand il était petit, elle m'a dit le prénom de mon fils. J'avais pitié de lui. Je la regarde, je dis, mais c'est l'an dernier qu'elle m'a dit. Je dis, t'avais pitié de lui, mais pourquoi? Il a manqué de rien. J'ai travaillé, il n'a jamais manqué de quoi que ce soit. J'avais que lui à m'occuper et mon travail. Oui, mais c'est parce qu'il n'avait pas de père. Alors, vous voyez, ça vole bas. Je lui dis, mais son père, il n'est pas né de père inconnu. Il n'est pas inquiet, il connaît son père. Il le voyait 3 fois par an parce qu'il est parti à 800 kilomètres, il a choisi. Mais mon fils n'a jamais été malheureux. Mon fils, son père est parti, il est resté dans la même maison, il a gardé ses mêmes habitudes, la nourrice, les petits copains de l'école, etc. Il n'a jamais souffert du manque de son père. Mais il fallait qu'elle... Oui, mais elle savait qu'elle vous atteignait en disant ça. Ah oui, vous savez même ce qu'elle m'a dit l'an dernier? Oui, c'est l'an dernier aussi. Elle me dit, parce qu'il a 36 ans, il n'est pas marié. Je vais être vulgaire parce que c'est le mot qu'elle a employé. Moi, je n'emploie pas ce mot.
Oui, ton fils, c'est un PD. Je dis, ah bon, pourquoi? Mais il n'est pas marié, donc il est PD. Eh ben, j'ai dit, dis donc, si tu disais ça à tout le monde qui n'est pas marié à 36 ans, il doit y en avoir. Mais je dis, tu sais pas qu'il y a des hommes qui sont ridicule, mariés et qui vont voir d'autres hommes? C'est ridicule. Peut-être que le tien, il y va aussi. Oui, et puis de toute façon, quand bien même votre fils serait homosexuel, il n'y a pas de honte à ça. Elle me l'a dit parce mais que bon. j'ai qu'un enfant que j'aimerais un jour être grand-mère. Elle est pleine d'agressivité, elle est certainement jalouse de vous. Hein. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, c'est de la jalousie tout ça. Mais moi, je comprends pas à 60 ans qu'on soit jalouse comme ça. Ah oui. Elle est faite, on va plus. Ah, mais c'est vous savez, les rivalités d'enfance, ça perdure parfois toute une vie, hein, Jeanne. Ouais. Mais alors là, moi, côté sentimental, il y avait la maison de ma mère. Elle souhaitait pas que je l'aie. Et puis, j'ai dit, moi, je la garde. Il y a un côté cœur. C'est une petite maison en province, bien entretenue. Ils ont fait ça avec amour tous les deux. Mon père était mort, mais ma mère s'est remariée avec un homme charmant qui a été pour moi un père. Avec ma sœur, ils ont été 20 ans sans se parler, parce que à cause de son mari. Mais elle est très très à l'aise pour ramasser. Je dis d'une façon cavalière, je la vois. Et elle m'a dit même quand on partageait des vêtements, du linge ou de la vaisselle, elle me dit, si j'étais fille unique, ça aurait été plus vite fait le partage. Je dis, t'es gonflée de dire ça. Elle m'a dit, non, je dis ça comme ça. Et alors là, finalement, qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui vous chagrine au-delà de ce... C'est que j'ai gardé cette maison. La maison familiale, oui. Et puis finalement, là, j'y ai passé 15 jours. Je me suis ennuyée à mourir. Pourtant, il y a une belle salle de bain, il y a une belle cuisine, mais non, la cage, ça fait pas l'oiseau. Et j'ai l'impression que je les ai mis dehors tous les deux pour m'installer chez eux. Qui? Vos parents? Oui. Oui, mais vos parents sont décédés? Oui, mais je sais pas. C'est peut-être parce que ma sœur voulait pas que j'ai la maison. J'ai pas de contact avec elle, etc. Au lieu de dire, ouais, t'as bien fait de la prendre. Non. Oui. D'abord, depuis la signature, elle m'a plus parlé. Oui, finalement, ça finit par vous culpabiliser. Voilà, Comme si vous aviez pris la place de vos parents. Ah oui, que ça ne vous revenait pas. Oui, parce que... Oui, mais votre sœur a eu... vous avez gardé la maison, mais elle a eu de l'argent, j'imagine. Oui, ou des terres, ou des choses... J'ai donné sa part. Bah évidemment, le partage se fait, le notaire a veillé à ce que ça soit équitable. De ce côté-là, il y a un notaire, avec les notaires, il n'y a pas de problème. Mais elle est à 8 kilomètres de cette maison, elle n'a pas essayé de me voir, elle m'a soufflé, ce soir je l'ai appelée d'ailleurs, parce que ils sont dans le cimetière, là où elle habite, à 8 kilomètres de la maison de ma mère. Il y a eu les fêtes de Toussaint, moi quand je suis pas là-bas, je mets des fleurs quand j'y vais, des fleurs fraîches, des fleurs artificielles pour l'hiver, etc. Je me suis jamais occupée d'elle. Là, elle savait que j'étais là. Moi, j'ai porté, avec mon vélo, parce que j'ai pas de voiture, j'ai fait les 8 kilomètres aller-retour, 16 kilomètres, pour aller porter, j'ai mes grands-parents dans le même cimetière, une fleur à chacun. Comme j'étais là-bas. Elle a rien mis parce que j'ai mis quelque chose. J'ai dit, mais moi, j'ai mis avec mon cœur, tu m'as pas contacté. J'ai pas acheté pour toi et moi, j'ai acheté pour moi. J'ai dit, mais t'es gonflé. Tu dis, t'attendais de voir si je mettais quelque chose. Tu ne m'as même pas consulté. J'ai dit, dis donc, t'as du cœur pour eux. T'as pas de cœur, t'as une pierre. Non. J'ai dit, écoute, non, elle leur a même pas mis une fleur. Je trouvais que j'ai dit vraiment, c'est lamentable. Tu me fais honte, je lui ai dit. Et je lui ai raccroché au nez parce que j'ai trouvé que fallait plus que j'en dise trop et puis... Non, je crois que ça sert à rien finalement. C'est un dialogue de sourds. Vous êtes... il y a beaucoup de ressentiments. Oui, vous vous contrariez finalement et ça ne résout rien. Qu'on soit deux pour acheter une fleur quand on est d'accord, je suis d'accord à la limite. Mais là, les chrysanthèmes, ça coûte 4 €. Enfin, il y en avait à 4 €. Moi, j'ai pris les plus belles, mais à 4 €, elle pouvait quand même en acheter. Oui, mais elle n'a pas envie. Elle a attendu de voir si moi je mettais quelque chose. Mais j'ai dit, moi, je l'ai fait avec mon cœur, mais pour moi. J'ai dit, mais t'es plus basse que je croyais, encore plus lamentable que je croyais, je lui. Vous vous épargnez pas, l'une et l'autre.
Ah ben ça, je peux pas, c'est plus fort que moi. Puis je pense à eux tous, qui étaient des gens généreux, qui avaient des coutumes de faire les choses discrètement, mais de les faire. Alors qu'elle n'est pas foutue de mettre... Mais finalement, pourquoi, si cette proximité avec votre sœur est un peu destructrice pour vous, pourquoi vous ne retournez pas en région parisienne? J'ai toujours mon appartement en région parisienne. Oui. Je voulais le laisser à mon fils. Mais oui, c'est vrai que bon, j'ai voulu cette maison parce qu'il y avait un côté cœur. Oui, mais vous pouvez la garder, ça restera une maison familiale pour votre fils et vous pouvez y passer du temps. Mais pourquoi finalement vous infligez cette proximité qui vous fait souffrir? Oui. Vous avez cette position de repli. Mais même à 8 kilomètres, c'est la maison qui... La maison, et puis elle, c'est pas parce qu'elle est à côté, elle serait même au loin que j'ai les mêmes pensées pour elle. Il faut vous apaiser un petit peu, vous ne la changerez pas, hein, votre sœur. Mais ça sert à rien de jeter de l'huile sur le feu. Oui. Alors je sais plus où j'en suis avec cette maison. Je dis, est-ce que je vais dire... cette maison, écoutez, vos parents auraient certainement été heureux qu'elle reste dans la famille. Attendez un petit peu pour voir. Oui, je crois que c'est plus ça. Attendez un petit peu, le décès de votre mère est récent, ça fait 18 mois, ne prenez pas de décision comme ça dans la précipitation. Oui, puis... Donc attendez un petit peu. Pour ma mère, j'ai des choses aussi à régler qui me prennent la tête aussi. C'est que ma mère a 80 ans, c'est pas vieux de nos jours. Elle est allée pour se faire opérer d'une hanche, c'est une opération banale aussi de nos jours. 8 jours après, on l'amène dans un hôpital local. Le médecin, il l'a laissé mourir. Elle s'est plainte, elle n'est pas morte pendant son sommeil, elle n'a pas dû s'endormir. Arrivée dans cet hôpital local, elle était un peu fatiguée, ils ont pensé que c'était le voyage, et puis après, elle avait envie de vomir, elle avait mal à l'estomac, disait-elle. Et un nul de médecin, je sais même pas s'il est venu sur place, j'ai le dossier médical, il n'y a pas d'électrocardiogramme, il n'y a rien. Eh bien, ils l'ont trouvée morte à 00h30. Alors ça, c'est un truc qui me tracasse aussi. Je crois qu'il faut que je fasse aussi une place nette dans cette affaire, parce que ça ne fera pas revenir ma mère, mais j'ai besoin que la justice, il y ait un procès dans cette affaire. Je demande rien pour moi. Je sais pas si c'est un procès qui va vous apaiser, parce que vous dites aussi que vous avez commencé en disant que vous vous apercevez, vous vous rendez compte maintenant qu'elle n'est plus là, que vous aimiez votre mère. Donc il y a aussi beaucoup de choses qui vous... Moi je pense que ça vous ferait du bien d'aller parler de tout ça, Jeanne. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pour moi, ma mère est allée se faire mourir. C'est pas français ce que je dis, mais elle est allée se faire mourir dans les mains du médical. C'est ce médecin, le lendemain, je lui dis de quoi est morte ma mère, parce que j'aimerais bien savoir pour dire aux invités, enfin aux gens qui vont assister aux obsèques. Il m'a dit, je sais pas de quoi elle est morte, je la connaissais pas. C'est quand même pas une réponse. Oui, mais je pense pas que le jury... Bon, c'est important que vous sachiez effectivement ce qui s'est passé. Oui. Ça, c'est... on vous doit une réponse. C'est pas une réponse de vous dire je la connaissais pas, je sais pas de quoi elle est morte. C'est important que vous rencontriez l'équipe médicale. Mais en même temps, je pense qu'il y a aussi des choses plus profondes, plus complexes. Et vous aviez une relation, semble-t-il, difficile avec votre mère. Et c'est toujours difficile de se rendre compte quand les parents ne sont plus là, qu'ils nous manquent, parce qu'on a un sentiment qu'il nous manque, qu'on est passé à côté d'une relation, parce qu'il y a un sentiment de gâchis, dans la mesure où de leur vivant, on peut toujours espérer que la relation s'améliore, et malheureusement, la mort fait que ce n'est plus possible. Mais il est en revanche possible d'aller en parler, Jeanne, pour essayer de s'apaiser. Et de la même façon, peut-être parler de la relation avec votre sœur, qui vous permettrait de prendre un peu de distance et de moins souffrir. Ben, je crois que ma sœur, il faut que je la règle de la carte, mais j'y arrive pas. Ben oui, vous n'y arrivez pas. C'est bien justement le problème. Oui, quand nous étions gosses, je me souviens, à la ferme, puisqu'on est né dans la ferme,
moi, je demandais toujours après ma sœur, parce que c'est grand, une ferme. Donc, il y a des bâtiments, chacune a ses occupations. Et je demandais toujours à ma mère, à mon père, où est-ce qu'elle est, ma sœur? Mais elle réclamait jamais après. Oui, mais ça, Jeanne, c'est normal. Vous, quand vous êtes née, vous avez toujours connu votre sœur. Oui. Alors que pour votre sœur, forcément, vous étiez une rivale, hein, déjà. Oui. Vous étiez ce petit bébé qui prenait beaucoup de place. Et cette rivalité, elle n'a pas cessé, finalement. Donc c'est de la rivalité qui peut-être a été... les parents peuvent parfois, au lieu de la calmer, l'amplifier, bien malgré eux. Donc bon, vous voyez, c'est dommage un peu d'arriver comme ça, encore à votre âge, et d'être toujours dans la rancœur et le ressentiment. Donc je crois que c'est important de faire un travail sur soi à un moment pour essayer d'être plus apaisé et de prendre un peu de distance. Ouais, en tout cas, il y a Marie-Christine qui envoie un mail pour dire pensez à vos parents, pas à votre sœur, s'asseoir dans le fauteuil de son père, faire cuire un pot-au-feu dans les casseroles de sa mère. Ce n'est pas chasser ses parents, c'est les continuer, les prolonger. Ils seraient heureux de savoir que vous vous trouvez bien dans leur maison, votre maison. Voilà. Bon courage. Je vous remercie beaucoup. Bon courage, Jeanne. Au revoir. Je consulterai. Merci. Au revoir. Au revoir, Caroline. Les réactions qui arrivent par SMS au 7 21 21, code de nuit. Il y a Pomme qui dit quel dommage votre relation avec votre sœur. Mes parents ne m'ont laissé aucun héritage, mais ils m'ont donné 4 sœurs. Et puis Jade qui dit les fleurs, il faut les offrir du vivant, ainsi que les gestes d'attention. Emma qui dit c'est en entendant ce genre de témoignage que je suis heureuse de la complicité qui existe avec mon grand petit frère. Pierre-Marie qui dit en culpabilisant, Jeanne, vous rentrez dans le jeu de votre sœur et ne profitez pas de la maison ni des souvenirs. Et puis quelqu'un qui dit être paysan n'est pas honteux, bien au contraire, c'est un dur métier très noble et c'est pas parce qu'on est au cul des vaches, comme vous avez dit, qu'on ne vaut rien. Également, à propos des SMS, Violaine, j'ai bien reçu votre SMS cette fois-ci, donc si vous faites bien le mot nuit avant d'écrire votre message et que vous envoyez le tout au 7 21 21, là vous n'aurez pas le mot argent et tout ça. C'est parce que vous devez vous embrouiller un peu, je crois, dans le code. Et j'ai bien eu le vôtre aussi, Philou, qui me dit mais relisez vos historiques, 5 SMS envoyés, aucune allusion. Vous savez, je reçois des centaines de SMS tous les soirs, donc désolé par avance si je ne lis pas votre SMS, parce que j'essaie d'en lire le maximum, mais je reçois des courriels, des SMS, et bon, j'essaie avant tout d'écouter ceux qui s'expriment à l'antenne. Donc je lis les réactions, je fais mon maximum, mais c'est vrai que il y a certains messages qui passent à l'as et j'en suis désolée. Il y a Poupi qui dit j'ai 50 ans, ça fait 40 ans que j'ai le même problème avec mon frère. Il faut que cette dame s'occupe d'elle d'abord. Il y a un petit clin d'œil amical à Mathieu qui a 32 ans et qui dit agréable émission à écouter. Elle me tient compagnie à un moment dans la nuit lorsque je suis au travail. Et puis Françoise, elle nous envoie un petit mail pour dire j'ai vécu la même histoire que Jeanne, même comportement de ma sœur. Mon aîné de 6 ans, dont le cœur sec s'est montré au grand jour au décès de ma mère. La jalousie ronge souvent les liens d'une fratrie. Bonsoir Pierre. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Excusez-moi, je suis un petit peu ému, je vais peut-être avoir du mal à m'exprimer, mais non, je tiens d'abord à vous remercier pour m'avoir pris à l'antenne en tout cas. Mais je vous en prie. Et je voulais dire que j'étais un fidèle auditeur. Merci beaucoup. Voilà, donc je vais commencer par expliquer mon histoire. Oui. Donc je vais être assez chronologique pour essayer de bien mettre les choses à leur place. Si vous voulez, c'est un problème d'ordre affectif. Oui. Donc je vais vous expliquer le début. Donc c'est une histoire que j'ai débutée il y a environ plus de 3 ans. Une personne que j'ai rencontrée lors d'une réunion de famille. Et si vous voulez, on s'est rapprochés et on a entamé une relation dans les mois qui ont suivi. Oui.
Et ça, c'était au courant de l'année 2006, donc février 2006. Donc cette personne, on était de 2 régions différentes, environ à une centaine de kilomètres. Donc au début, de par son organisation professionnelle, elle travaille dans le milieu médical avec des week-ends, donc on se voyait un week-end sur 2 à peu près. Donc on a entretenu ce genre de relation pendant 1 an et demi, jusqu'au jour où on a décidé d'emménager ensemble. Donc cette personne a désiré changer de région donc et demander une mutation pour travailler dans ma région. Donc janvier 2008, donc c'était vraiment le début. Cette personne est arrivée, a commencé son nouveau travail et a emménagé donc dans notre logement commun. Donc tout se passait bien, on va dire, pour le début. Oui. Mis à part quelques petits accrochages par rapport au délai de mise en place au niveau de l'emménagement. Mais bon, après ça a été, je veux dire, disons que l'histoire elle a commencé à se ternir à partir du, je veux dire, mars-avril 2008, quand mon ami a commencé à me reprocher des choses relatives à mon logement ou à mon organisation de travail. Si vous voulez, je vais vous expliquer rapidement. Je travaille dans le transport. Je suis conducteur de poids lourd. Oui. Et je suis également agriculteur. Donc, si vous voulez, oui. C'est un emploi du temps qui assez complet, quoi. Je travaille entre 12 et 14 heures de travail par jour, voire plus. Mais bon, je suis passionné par ce que je fais et c'est qu'une situation, je vais pas dire latente, mais temporaire. Après, quand je serai plus stabilisé au niveau agricole, je laisserai tomber mon activité. Oui, ça c'est conducteur de poids lourd, c'est pour compléter vos revenus d'agriculteur, compléter. Tout à fait. Tout à fait. Si vous voulez, aujourd'hui, en fait, j'ai commencé sur une structure qui n'est pas viable. Donc, pour dire de constituer une structure. Après, j'ai mes parents qui sont également dans le milieu agricole. Oui. Et c'est dans le but de constituer une entité économique un peu plus importante afin de permettre mon installation, tout simplement, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez, pour revenir à mon petit souci, donc la personne, donc ma relation a commencé à se dégrader de par j'avais du mal à être présent auprès d'elle. Elle rencontrait des petites difficultés d'adaptation. Mais en fait, je me suis rendu compte que la famille, en fait, sa famille était derrière elle, qui lui mettait la barre très très haut, quoi. Elle, pour vous expliquer, sa famille idéalisait un peu les nouvelles conditions de leur fille, et ils étaient un petit peu déçus de ma situation ou de la situation que je lui proposais, quoi, si vous voulez. Mais elle idéalisait dans quel sens ? Si vous voulez, elle a envisagé, si vous voulez, pour vous expliquer un petit peu le descriptif de cette famille, c'est une famille qui attache énormément d'importance à la réussite apparente. Donc, il faut, disons, quand on emménage, avoir une belle maison, avoir un beau travail, avoir un gros salaire. Donc, alors que toute personne qui débute dans la vie commence par des chemins un peu détournés qui sont bas et on évolue par la suite, quoi. En tout cas, vous, il ne pouvait pas vous reprocher votre manque d'ardeur au travail et votre courage, hein, parce que cumuler comme ça deux emplois est difficile, hein, conducteur de poids lourd et agriculteur. Vous avez beaucoup déjà de courage et puis d'ambition, quoi. Vous avez envie, justement, vous faites tout pour réussir. Oui, j'essaye. Si vous voulez, en fait, vous êtes pas sans savoir. Par exemple, l'achat d'un bien immobilier aujourd'hui est assez conséquent. Donc, après, quand on construit une famille, on a des besoins financiers relativement importants et quelque part, mon ambition, c'est être capable d'assumer toutes ces choses-là. Donc, dans un premier temps, je veux dire, dans mon époque de célibataire, j'ai anticipé un petit peu. Mais après, je veux dire, quand on débute une vie de couple, il y a forcément une période de transition où, avant de lever le pied, il se passe quelques mois, voire quelques années, mais on peut pas changer instantanément les choses, quoi, si vous voulez. Non. Et donc, j'ai eu du mal à communiquer. Donc, ma compagne a voulu que je change d'activité professionnelle. Je veux dire, courant du mois de octobre 2008. Donc, moi, j'ai pas pu vraiment trouver de situation concrète de changement instantané, quoi. Donc j'ai cherché, j'ai essayé d'instaurer un dialogue, si vous voulez, un dialogue pour essayer d'être vraiment voir à deux dans la même direction.
et chose que j'ai eu beaucoup de mal. Après, si vous voulez, ma compagne a tout de suite comparé par rapport à des amis. Donc ma cousine, en l'occurrence, qui est une amie, je vais pas dire amie commune, moi c'est ma cousine, c'est sa meilleure amie. Oui. Et si vous voulez, elle s'est comparée, ma compagne, d'une réussite apparente. Apparemment, ma cousine a un couple qui semble inspirer la réussite. Donc si vous voulez, ma compagne se sentait un peu dans un état de frustration, où apparemment pas un bonheur complet quoi dans ma relation. Donc c'est ce qui elle ne se plaignait pas de vos absences parce qu'en travaillant 12-14 heures par jour, vous étiez peu présent pour elle forcément. C'était plus la réussite, c'était plus ça qu'elle vous reprochait, qui lui manquait. Je vais dire en fait oui, c'est certain que les absences c'était assez problématique. Surtout qu'à cette époque-là, enfin je veux dire encore à l'heure actuelle, j'avais des horaires flottants dans mon activité de transport, donc je pouvais travailler le jour, la nuit, le matin, très très aléatoire. Donc si vous voulez, elle me reprochait ça et j'avoue que j'aurais peut-être pu faire davantage d'efforts sur les week-ends, planifier davantage de choses. Ça c'est quelque chose que je me reproche forcément avec le temps. Mais on m'a pas laissé la possibilité de changer quoi si vous voulez. Donc je vais vous expliquer le dénouement des choses. D'accord. Donc, en octobre, il y a eu disons que les premiers clashs et novembre c'était en s'aggravant, enfin la situation devenait invivable à un point que j'étais obligé de prendre des somnifères pour dormir la nuit tout simplement. Et j'ai même pris une semaine de vacances, chose que je prends jamais parce que je me sentais complètement dépassé par la tournure des événements. Et si vous voulez, c'est une date qui est marquée dans mon esprit. Le 18 novembre, exactement, elle m'a quitté et sans même me prévenir. Si vous voulez, un lundi matin, je suis parti à mon travail et j'ai su le lendemain parce que si vous voulez, je rentrais tard dans la nuit. Elle m'a dit qu'elle a envisagé de partir chez ses parents pour prendre un peu de recul. Donc je me suis pas alarmé dès le premier jour, mais le lendemain, c'est ma sœur qui m'a averti que elle était partie parce que ma sœur c'était ma première voisine. Oui. Donc elle avait été voir ma sœur juste avant de me quitter. Donc tout de suite j'ai été catastrophé d'apprendre ça parce que c'était quelque chose que je m'y attendais pas du tout. Donc je l'ai appelée de suite, instantanément dès que j'ai appris. Elle m'a dit oui mais c'était une situation impossible, j'ai dû partir. Donc si vous voulez, on envisageait une période de, je vais pas dire de rupture, mais de break dans notre relation. Donc, elle travaille cette jeune femme? Oui, tout à fait. Oui. Elle travaille dans le milieu hospitalier, si vous voulez, dans un milieu qui est vraiment pas facile, en hémato-cancérologie et en pédiatrie, quoi. Donc, service très difficile. Elle côtoyait, comme elle le dit, la mort de très près et de manière quotidienne. Donc c'était quelque chose d'assez difficile pour elle. Comment je vais vous dire après la suite? Oui, si vous voulez, cette période de, entre guillemets, de latence, de break, j'ai supposé que c'était cette fameuse période qu'on parlait entre nous. Donc je me suis dit c'est la période de break qui débute. Donc j'ai pas voulu la harceler au téléphone. On s'est expliqué. Elle me dit il me faut du temps. J'ai dit s'il te faut du temps, je te laisse le temps. Donc je l'ai laissé la semaine complète et je l'ai contacté le week-end. Mais rapidement, je veux dire dans mon esprit, j'ai eu des remords et un manque surtout de la personne qui m'est apparue. Donc à la fin de la première semaine, je l'ai recontacté. Et en fait, j'ai retrouvé une personne qui était triste également d'être partie. Et donc on s'est un peu réconforté, je veux dire, l'un l'autre. Mais la chose que j'ai pas compris, c'est que les jours et les semaines qui ont suivi cet événement-là, la situation n'a pas beaucoup évolué, si vous voulez. Elle est toujours restée dans sa prise de distance. Et là sont apparus des reproches par rapport à mon activité, par rapport au projet que j'ai pas su mener au maximum. Mais si vous voulez, en quelques mois, je pouvais pas tout révolutionner notre façon de vivre. Donc les reproches sont apparus. Donc l'année s'est finie comme ça en fait, novembre-décembre, et avec des fois Après, oui, il y a aussi un moment au mois de décembre, elle a voulu me rencontrer. Donc je l'ai rencontrée. Elle a dit, comme je reprends ces mots, j'ai hâte de te revoir. Donc si vous voulez, moi c'était quelque part une délivrance, c'était un peu une révélation. J'allais enfin peut-être envisager une réconciliation ou se retrouver tout simplement. Et là elle m'a dit, écoute, j'espère qu'on restera de bons amis. Je suis tombé. Elle voulait vous revoir juste pour vous dire ça? Voilà, tout à fait. Alors, franchement, quel intérêt? J'ai fait une centaine de kilomètres en voiture pour apprendre ça
je suis reparti. Je vous explique pas dans quel état je suis rentré chez moi. Donc, elle ne sait pas ce qu'elle veut, parce que franchement... Tout à fait, je pense, parce qu'après le dénouement des choses dans les mois qui ont suivi, oui. Ça a confirmé un petit peu ce sens-là, quoi. Alors je suis tombé vraiment d'un extrême à l'autre à chaque fois. Bah oui. Par exemple, dans le courant du mois de janvier, j'avais des appels, des pleurs aussi de sa part, et qui, je vais être honnête avec vous, des pleurs également de ma part, quoi. On a du mal à retenir ses émotions. Oui, c'est difficile, oui. C'est très difficile, exactement. Donc, même à des moments, elle c'était de me rencontrer, donc on s'est revu sur le mois de janvier, février. Elle a demandé à me revoir des fois en urgence, comme s'il y avait une angoisse. Donc j'apparaissais. Et qu'est-ce qu'elle voulait dans ces moments-là, quand elle voulait vous revoir en urgence? Si vous voulez, elle souhaitait me parler avant tout, et elle me reparlait en fait, elle argumentait un petit peu sa décision. Si vous voulez, elle dit, je suis partie pour telle et telle raison. Oui, mais c'est bon, elle vous l'avait dit. Elle va pas maintenant vous torturer systématiquement pour vous expliquer à chaque fois pourquoi elle est partie. Oui, mais si vous voulez, il y avait des nouveaux éléments qui apparaissaient à chaque fois. Oui, mais enfin, écoutez, elle va pas vous faire un inventaire à chaque fois, ou alors elle avait besoin de s'auto-persuader. Elle était très ambivalente. Je pense que c'est ça. Et elle a même été reprochée des éléments de ma famille, des membres de ma famille, mes parents qui ne l'avaient pas accepté. Oui, mais en même temps, voyez son ambivalence, c'est-à-dire elle voulait vous voir en urgence, en plus, certainement prise par une angoisse, pour vous faire des reproches, mais en même temps, elle veut vous voir. Oui. Donc c'est qu'elle maintenait toujours un lien avec vous. C'est pas clair, ça. Oui. Mais en plus, moi, ce qui je trouve ennuyeux dans cette histoire, c'est que elle semble pas se remettre en question. C'est toujours vous qui êtes responsable. Or, je suis désolée, quand elle vous a rencontré, Pierre, elle avait connaissance du fait que vous cumuliez 2 emplois et 2 emplois qui demandent beaucoup d'heures, hein. Oui. Je rappelle, vous êtes conducteur de poids lourd, agriculteur, qui est votre métier de cœur, hein. Bon. Donc, alors, elle avait peut-être pas mesuré les conséquences sur une vie de couple au quotidien, mais vous demandez de changer comme ça tout. Enfin, elle avait beaucoup d'exigences, mais elle, dans l'histoire, qu'est-ce qu'elle apportait? Oui, de son côté, en fait, j'ai pas vraiment ressenti de remise en question. Voilà, c'est ça le problème. Tout au début de notre séparation, je me suis fait un petit peu conseiller, par des personnes en qui je me suis confié, et ces personnes-là m'ont dit un couple c'est une histoire de 2 personnes. Oui. Donc chacun doit faire un effort. Donc j'ai essayé de mettre en place ce système de un pas pour un autre pas. Mais rapidement, je me suis rendu compte que si je ne mettais pas de l'eau dans mon vin, c'était l'échec quasi instantané. Donc j'ai accepté énormément de choses que j'aurais peut-être pas dû en fait. Et la situation elle s'est perdurée. Et quelque part, j'ai l'impression que je me suis culpabilisé de choses que je n'ai pas forcément faites, quoi. Et assez compliqué, quoi. Après, si vous voulez, quand comme vous dites à juste titre, l'ambivalence, j'ai constaté ça. Elle pouvait passer d'un extrême à l'autre au niveau de l'affichage de ses sentiments envers moi, ou alors quelque chose de très agressif. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas très bien, mais je n'arrivais pas à la raisonner. Donc, j'ai essayé de contacter ses amis dans ce but-là. Je ne demandais pas à quelqu'un qui recolle les morceaux dans notre histoire. Je demandais plutôt quelqu'un qui l'écoute ou qui la persuade de peut-être faire une démarche, je dis pas forcément une thérapie, mais consulter quelqu'un pour essayer justement de comprendre un peu ce qui se passe dans... Oui, c'est ce que dit Brigitte par SMS en disant pourquoi pas une thérapie de couple pour mettre à plat toutes vos mésententes. Oui, je vais vous expliquer. En fait, je l'ai proposé, mais ça un peu plus tard. Alors vous en êtes où là aujourd'hui ? Je vais rapidement vous dire l'anecdote de la thérapie couple. Je l'ai proposée courant du mois d'avril. Elle m'a dit c'est une bonne idée, mais une thérapie couple c'est pour un couple. Nous on n'est plus un couple. Bon, donc, écoutez, qu'elle assume, hein. Voilà. Parce que là finalement ça fait presque un an. Ça fait presque un an. Donc oui, vous avez des contacts avec elle depuis vous êtes toujours en contact ? En fait, on a entretenu des contacts relativement très très rapprochés entre eux jusque courant mars-avril. Et après, à partir du mois de juin, j'avoue que j'ai voulu imposer des périodes de silence radio ou des breaks pour essayer de réfléchir chacun de son côté. Et début juin, elle a craqué, elle m'a rappelé, et puis en 5 minutes, c'était les pleurs. Et
Et début juillet, là, c'est moi qui l'ai appelée, et elle était très contente apparemment d'avoir de mes nouvelles. Oui. Elle a souligné, je te remercie pour ton appel. Donc, quelque part, j'étais très content, mais j'avais pas le senti de déclic. Donc, si vous voulez, après, j'ai continué une période de silence. Et là, depuis un mois, elle a essayé de me recontacter par SMS. Mais j'étais très très évasive dans mes réponses. Je voulais pas trop rentrer dans les détails parce que, en fait, si vous voulez, j'ai tendance à me protéger parce que j'ai quand même fait une chute, je veux dire, au niveau mental. J'ai fait quasiment une dépression au courant du mois d'avril. Donc, si vous voulez, j'ai tendance à me protéger parce que j'ai vraiment beaucoup souffert. Je m'en suis rétabli assez vite, mais j'ai tendance à prendre du recul et à me protéger par rapport à ça. Donc, j'avoue, je suis depuis le mois de octobre, début octobre, dans vraiment un blocage. Je sais pas quoi faire. J'ose pas reprendre contact de peur de me reprendre encore des reproches à nouveau. Et en même temps, j'ai encore des sentiments pour elle. De son côté, je pense que elle aussi, parce que si vous voulez, accidentellement, j'ai téléphoné, mais j'ai fait une fausse manœuvre, j'ai fait sonner son téléphone. 2 minutes après, elle m'a envoyé un SMS, comment vas-tu? Si vous voulez, donc je pense qu'il y a quand même encore un lien de sa part. Mais c'est un petit peu... mais c'est un lien. Le problème, c'est que je comprends que vous plongiez parce que c'est très perturbant tout ça. Mm-hmm. C'est maintenir un lien, mais pour en faire quoi? Oui. Si c'est pour à chaque fois être dans la nostalgie, enfin, c'est même pas la nostalgie, c'est dire ah bah oui, c'était impossible parce que. Mm-hmm. Donc être toujours tourné vers le passé, vers ce qui n'a pas marché. Et ne pas être du tout dans une démarche constructive de dire bon, il y a encore des sentiments, qu'est-ce qu'on peut faire malgré cette situation compliquée d'un point de vue organisation. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que si c'est se revoir et puis déverser au fond tout ce qui ne va pas ou pleurer au téléphone, ou vous voyez, ça ne sert qu'à vous perturber tous les deux. C'est sûr. Donc c'est pas une bonne chose pour vous. Mm-hmm. C'est sûr. Alors, vous n'arrivez pas à vous séparer l'un de l'autre, mais vous n'arrivez pas non plus à construire ensemble. Oui. En fait, j'ai proposé plein de choses, des situations concrètes. J'étais prêt à changer d'emploi pour elle. J'étais prêt à vous proposez beaucoup, mais il ne se passe. Elle ne saisit pas ces propositions. Oui. Donc maintenant, je crois il faudrait que vous preniez sur vous et que vous ne l'appeliez pas. Hein. Mm-hmm. Ou la prochaine fois, parce que il est fort probable qu'elle va vous relancer, que vous lui demandiez mais qu'est-ce que tu attends de moi? Si c'est pour qu'on se revoie et que tu me dises encore une fois de plus pourquoi la relation est impossible, ce n'est pas constructif. Je l'ai compris. Après, je vous explique un petit peu au niveau rapport famille. Oui, mais bon, ça va pas changer grand-chose. Ça va pas changer grand-chose que vous m'expliquiez. Parce que là, on est toujours sur ce qui n'a pas fonctionné. Mm-hmm. Donc, ça ne vous permet pas d'avancer, Pierre, et de vous détacher. Soit vous êtes ferme avec elle. Parce que là, c'est comme si elle ne vous avait pas perdu. Donc, au fond, il y a séparation, mais elle n'est pas vraiment actée dans la mesure où dès qu'elle vous appelle, vous accourez. Il y a un coup de fil et vous répondez. Donc, vous restez toujours disponible pour elle. Alors, si vous avez envie de retenter quelque chose pour elle, parce que vous avez beaucoup de sentiments, à un moment, il faut aussi qu'elle se rende compte, que vous soyez ferme, dire bon, moi, si c'est pour une énième fois qu'on reparle du passé, j'ai entendu, j'ai compris, je ne suis pas sourd, je ne suis pas idiot. Maintenant, qu'est-ce que tu attends de moi? Et si elle vous dit oui, mais j'aimerais te voir pour reparler. Reparler de quoi? Qu'elle vous sente quand même plus à distance. Que vous lui échappiez. Ben oui. Alors peut-être que là, elle va réaliser et dire bah oui, je le perds vraiment.
il y a rupture et que elle peut-être elle va se dire bon si elle de son côté elle tient à vous, il semble qu'il y a un lien. Après, quels sont ses sentiments, quelle est la nature exacte de ses sentiments pour vous, je ne sais pas, mais peut-être qu'elle va être plus constructive, dire bon ben d'accord, allons voir un thérapeute, allons en parler, faisons quelque chose, accepter certaines conditions, parce que là ça fait 1 an que vous tournez en rond et que vous vous faites souffrir. Bon, donc il faut qu'elle sente que vous êtes beaucoup moins disponible pour elle, ou en tout cas pas pour se voir comme ça et pleurer ensemble et vous voyez, et que si c'est pour de nouveau parler du passé, ça ne vous intéresse pas. Parce que comme dit Oxalis, elle rompt sans rompre et c'est perturbant au possible. Ah oui, c'est sûr. Moi, je plonge à chaque fois quand il y a une lueur d'espoir qui réapparaît quand elle me recontacte, et puis pour finalement... oui, mais ça ne va pas. Ça va pas. Il y a Petite Plume qui dit vous êtes opiniâtre, très courageux, persévérez, de toutes les façons ce métier vous tient à cœur, si vous laissiez tomber vous ne seriez pas épanoui. C'est vrai aussi, ça compte ça. Ava dit c'est une blessure à vivre pour vous à chaque échange qui est pour elle une consolation rassurante proche de celle de l'amitié. Alors attention à vous. D'accord, vraiment. J'ai bien compris. Faites attention et soyez plus distant vis-à-vis d'elle. Ne soyez pas toujours disponible pour elle. Voilà. D'accord. Bon courage Pierre. Merci Caroline. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. C'est une très belle nuit, faites de jolis rêves et n'oubliez pas, je suis là demain dès 23h.